Bien, on va passer à la table ronde suivante, qui s'intitule Digital Tech. Quand les talents font défaut, le secteur est en péril. Donc j'imagine que dans cette salle, tout le monde est au courant. La France a une grave pénurie de profils tech, notamment de spécialistes dans l'intelligence artificielle, l'IoT, la cybersécurité, le big data. C'est une situation qui aujourd'hui a un impact sur l'économie française et si rien n'est fait à court terme, il y a un risque réel de perte de compétitivité. En fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises aujourd'hui, elles ont commencé leur transition numérique, c'est ce qu'on a vu ce matin. Elles recrutent en masse des profils tech. Le problème, c'est qu'elles recrutent plus que ce que le système universitaire, le système d'enseignement supérieur est capable de former. Alors, la principale raison, c'est qu'il y a un manque d'attractivité sur ces métiers de la tech qui souffrent souvent de préjugés assez négatifs. Ce qui est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, en France, le taux de chômage, notamment chez les 18-25 ans, est assez élevé, alors que dans la tech, il est quasi inexistant. Il y a des salaires qui sont bons, voire très bons, des perspectives d'évolution professionnelle qui sont intéressantes. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a deux modes d'action possibles. Il y a des actions qui sont à mettre en place au niveau de l'enseignement supérieur, des écoles, de l'université. Et il y a aussi des actions à mettre en place au niveau de l'entreprise, qui, elles, peuvent utiliser en fait deux leviers, un levier marque employeur et un levier formation interne. Donc cette question de pénurie d'emploi dans la tech, c'est ce qu'on va traiter dans cette table ronde. Et pour cela, j'appelle sur scène Godefroy de Bensman, qui est cofondateur et coprésident de Devoteam et président du Syntec Numérique. Jérémy Cléda, qui dirige Welcome to the Jungle, une start-up qui est spécialisée dans la valorisation de la marque employeur. Charbel Noble, directeur Learning et Développement Monde de Servier. Brigitte Plateau, directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Emmanuel Sodo d'AG2R La Mondiale et Laurent Stéphanie d'Accenture pour une mise en contexte de 10 minutes. Je vous en prie. Tout d'abord, merci. Merci de m'accueillir au sein de cette table ronde pour parler d'un sujet qui nous touche tous, bien sûr, autour du numérique, qui est la problématique des talents. Comme on vient de le dire, finalement, les talents du numérique, que ce soit autour de l'Internet des objets, de la cybersécurité ou encore de l'intelligence artificielle, c'est une denrée qui devient de plus en plus rare et qui est importante finalement pour la numérisation des TPE, des PME et des grands groupes. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'intelligence artificielle, elle permettra, le numérique permet de se projeter avec une très très forte croissance dans les années à venir. On projette un doublement de la croissance française d'ici à 2035 si on investit suffisamment sur ces secteurs. On anticipe pour les sociétés qui investissent dans l'intelligence artificielle et qui favorisent l'utilisation de ces outils et de ces softwares et la collaboration entre l'homme et la machine, d'embaucher 10% de personnes en plus d'ici à 2022. Donc des très très belles opportunités de croissance. On a vu sur l'année qui vient de s'écouler finalement une très très bonne situation en termes d'emploi. Alors ce sont des bonnes nouvelles. C'est la première année depuis 2001 qu'il n'y a pas eu de perte d'emploi dans l'industrie. Donc encore une très très bonne nouvelle, mais en même temps, on observe beaucoup de tensions sur ces métiers du numérique. On estime à peu près, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler et d'en débattre, qu'il y a 50 000 postes à pourvoir dans le numérique en France aujourd'hui. On avait prévu d'embaucher, on a embauché 19 000 personnes dans le numérique en 2016. On avait prévu d'en embaucher 54 000 en 2017. Alors forcément, c'est un secteur sous tension. On parlera aussi, je pense, de la problématique de l'attractivité de ces postes pour les femmes. Aujourd'hui, le numérique, en moyenne, ça représente à peu près 33% de femmes contre 53% dans le reste des secteurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même si il y a à peu près 45% des femmes qui passent un baccalauréat
scientifiques ou techniques, il n'y a uniquement que 20% des femmes qui aujourd'hui occupent des postes, qui prennent des postes d'ingénieurs. Donc cette problématique d'attractivité, on la retrouve de façon encore plus accrue sur les domaines du numérique pointu du type intelligence artificielle ou cybersécurité, où là on est plutôt de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Donc tout va bien sur le front de l'emploi, il y a des tensions sur le front de ces talents dans le numérique, et un facteur aggravant, c'est que la France, finalement, elle est deuxième en termes d'exil des cerveaux. Et quand on regarde les données du réseau LinkedIn, on s'aperçoit en fait que le solde est globalement négatif entre les talents qui ont été formés en France. Donc on peut que se réjouir finalement qu'on a une excellence en termes de formation au niveau français pour ces talents du numérique. Mais globalement, le bilan il est relativement négatif en termes d'attractivité et de retour de ces talents dans les groupes français, dans les TPE, dans les PME. Ce qui est mauvais parce que même s'ils accumulent une très très belle expérience qu'on aimerait, qu'on leur souhaite d'acquérir, on aimerait voir cette expérience alimenter l'ensemble des groupes français pour leur permettre finalement de se projeter en France, mais de se projeter à l'international et de bénéficier de l'ensemble de ces différences capacité dans le numérique. Aujourd'hui, la France, elle est 16e en termes de numérisation. Elle est 16e en termes de numérisation des TPE et des PME, ce qui veut dire que les entreprises aujourd'hui qui ont du mal à se numériser, elles vont potentiellement avoir encore plus de difficultés à franchir le cap de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de l'Internet des objets. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de déjeuner avec certains de vos collègues et je pense que c'est une thématique qui va revenir au sein de nos débats. Effectivement, le cap à franchir peut être de plus en plus compliqué, et s'il y a 3 ans on pouvait hésiter encore sur certaines de ces thématiques, ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui, et dans les 3 ans à venir, il faut absolument investir, il faut absolument se projeter. On a des chiffres qui montrent effectivement que plus de 80% d'entre vous ont prévu de le faire de façon conséquente dans les années à venir, et je pense que ça va se confirmer dans les échanges qui vont venir. Donc, quand on parle de ces différents métiers, intelligence artificielle, Internet des objets, cybersécurité, on l'a vu, ce sont des emplois, des postes qui sont extrêmement attractifs. Et donc, ça veut dire que les candidats, ils sont peu nombreux et ils sont extrêmement courtisés. Ce qui permet l'émergence effectivement de plateformes qui promeuvent la transparence, ils ne font pas que le promouvoir, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aussi, mais qui mettent en avant la transparence et plus de clarté finalement sur les offres qui sont disponibles pour que les candidats puissent choisir des entreprises qui sont plus paritaires, qui ont des missions potentiellement plus intéressantes et qui permettent des évolutions plus importantes pour ces profils, pour qu'ils puissent se projeter dans l'avenir et qu'ils finalement prennent une décision informée par rapport à leur job de demain, et qu'ils finalement s'inscrivent dans une continuité et qu'ils trouvent des positions dans le numérique qui les intéressent à long terme. Donc on l'a dit, ces profils sont rares. 30% d'entre nous, 30% des employeurs disent se heurter aujourd'hui à des barrières à l'embauche du fait de la disponibilité de la main-d'œuvre. En intelligence artificielle en France, on compte à peu près 8200 profils LinkedIn. Alors c'est relativement peu, il y en a 1300 environ qui aujourd'hui sont en recherche active d'emploi, ou en tout cas disent être intéressés. Et ces profils, ils sont principalement courtisés, ils n'ont pas besoin d'aller chercher vers l'extérieur, ce qui veut dire qu'ils doivent être démarchés. Ça veut dire que finalement les employeurs, ils doivent libérer du temps, libérer de la capacité pour aller les chercher, pour aller les courtiser. Et c'est très très difficile effectivement quand on n'est pas un grand groupe d'aller chercher ces talents pour les faire intervenir au sein des missions du groupe. Ce qui veut dire qu'il y a une guerre des talents. On voit assez couramment des augmentations de l'ordre de 10 à 15% pour faire évoluer les profils d'un groupe à un autre. Et ça, c'est relativement compliqué effectivement à supporter. Donc quand on parlait, vous le citiez à l'instant, les besoins sont importants. Les écoles d'ingénieurs, elles forment de plus en plus de talents sur ces métiers, mais ce n'est pas nécessairement suffisant.
temps, ce qui veut dire qu'il faut trouver des alternatives, et ces alternatives, elles ne sont pas si nombreuses que cela, mais potentiellement l'axe de la formation continue et de la reconversion, c'est un axe majeur, et je pense que les débats aussi d'aujourd'hui nous permettront de le confirmer. Depuis 2014, la préparation opérationnelle pour l'emploi, elle a formé plus de 11 900, 12 000 demandeurs d'emploi à ces nouveaux métiers du numérique. Donc c'est une force de travail importante sur laquelle on peut compter et on doit compter pour franchir ce gap de ressources dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors je rebondis sur un chiffre que vous avez donné qui est assez intéressant, c'est que donc, sur l'année 2016, il y avait 19 000 emplois tech qui ont été créés. Potentiellement, on aurait pu en créer 50 000. Godefroy de Bensman, comment on peut expliquer cette distorsion ? 19 000 emplois en 2016, en fait, on a créé probablement dans notre secteur. On est un secteur qui a... Syntec numérique, c'est 2000 adhérents, et c'est à peu près 80% du poids du secteur. C'est un secteur qui fait 52 milliards, 450 000 salariés, qui sont d'employés qui sont des, on va dire, informaticiens, qui sont en train de peut-être de devenir des numériciens, mais en tous les cas, qui représentent finalement moins que ceux qui sont chez nos clients. C'est-à-dire plutôt 650 000 informaticiens. Donc, quand on dit que nous, on a créé 19 000 emplois nets, nos clients en ont aussi créé, parce qu'il y a des années, depuis les années 2000, où nos clients ont peu à peu fait décroître les organisations internes IT, avec des diminutions de budget drastiques. Et aujourd'hui, ils sont en train de reconstituer des pôles de compétences avec des compétences pointues qui sont en général sur les très bons sujets, les nouveaux sujets. Et donc, ils continuent à accroître cette pénurie. Donc, nous, on en crée. Nos clients se remettent à en créer, comme dans les années 2000. Et donc, voilà, le sujet, il est là. Sur tous les nouveaux sujets, tout le monde, effectivement, cherche à aller sur 20% du marché qui croît. Mais on a quand même tout le reste du marché historique, qui sont les organisations IT existantes, qui consomment de la compétence traditionnelle pour arriver à l'agiliser, à exposer des API, si on veut parler technique, mais finalement je dirais, transformer ces organisations qui sont rigides, après des années et des années d'automatisation, de ERPisation de nos processus, il faut tout d'un coup les rendre agiles, et donc on en souffre. Et donc finalement, on a besoin de compétences très pointues, puis on a aussi besoin de encore plus de compétences historiques et traditionnelles pour répondre à ces deux enjeux qui sont faire bouger les lignes sur des nouveaux sujets, et pour les anciens qu'on ne va pas pouvoir transformer tout de suite, les ouvrir, les exposer, les agiliser. Donc voilà, le hiatus, il vient de là. Il vient du fait que finalement tout le monde est en train de réinvestir massivement pour transformer, et on est au début du chemin de croix. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'il y a une crise des vocations dans les métiers de la tech actuellement ? Je pense qu'il n'y a pas une crise des vocations, mais on n'est pas assez attractif. On peut le dire comme ça. Il n'y a pas une crise de vocation dans la mesure où ce que je suis en train de vous dire, c'est que chez Syntec Numérique, il y a des années, quand je dis des années, il y a peut-être 10 ans, qu'un de nos enjeux quotidiens, et une partie de notre activité, c'est l'attractivité. Alors l'attractivité de tous les types de profils, l'attractivité des femmes, puisqu'on a 14,5% de femmes qui sont dans nos organisations, des informaticiennes, finalement, donc extrêmement peu, par rapport à des pays, si on parle de l'Asie, où on est plutôt à 50, voire 55. Oui, il y a un problème d'attractivité, mais c'est pas un problème nouveau, c'est un problème historique. Sauf qu'aujourd'hui, on le ressent encore plus fort, parce qu'effectivement, la révolution numérique est en train de consommer encore plus de compétences. Et quelles seraient les pistes utilisées pour justement augmenter cette attractivité ? Aujourd'hui, vous l'avez un tout petit peu dit, on a sur les 20 000 emplois créés nets l'an dernier, il y en a 4 000 qui viennent des PEE, PEC ou PEI, qui sont deux mécanismes qui ont été mis en place dans les quinquennats précédents. Qui marchent bien, mais qui sont quand même liés, c'est presque un POC, c'est un test finalement. On voit qu'on peut aller chercher des gens à Pôle emploi qui ont une appétence vers le numérique, qui viennent pas de notre secteur, pour à peu près la plus grande partie d'ailleurs, et puis en les formant, entre 400 heures et 800 heures, on peut les remettre dans nos entreprises sur les sujets numériques. Mais 4000, c'est une goutte d'eau.
puisqu'on le disait tout à l'heure, on estime que c'est plutôt entre 30 et 50 000. C'est un peu difficile à évaluer le chiffre exact, mais au fond, on pourrait avoir 30 à 50 000 informaticiens de plus sur des sujets ou traditionnels ou les nouveaux sujets, et là, on serait peut-être plus confortable. Donc, je pense qu'une première piste consiste à libérer ces mécanismes qui marchent très bien, qui ont été arrêtés en milieu d'année chez nous parce qu'il n'y avait plus d'argent chez Pôle emploi et que notre OPCA qui finançait l'autre moitié est arrivé un peu aussi au bout de son budget. Donc je pense qu'on a là aussi, à mon avis, des très bonnes pistes pour faire beaucoup plus. On pourrait faire 10 fois plus. Hein. Il faut simplement qu'à niveau local, et c'est pour que les régions sont très importantes dans le mécanisme, les régions, c'est la très belle mesure pour moi du quinquennat précédent, parce que ça nous permet d'avoir des organisations beaucoup plus agiles, beaucoup plus efficaces pour traiter ce genre de sujet. Et les régions où on a mené ces actions-là, ça a été, par exemple, ça a commencé en Alsace, puis en Île-de-France, puis dans le Grand Ouest, où on a mis les agences Pôle emploi, des entreprises, des organismes de formation, le FAFIEC, donc notre OPCA, autour de la table pour commencer à filtrer parmi les personnes qui sont à Pôle emploi, ceux qui avaient l'appétence, et ça s'est fait très régionalement. Donc c'est des opérations qui ne se décrètent pas de Paris, mais qui se font dans les régions. Et ça marche très bien. On pourrait en faire beaucoup plus. Bon, voilà, je pense qu'il y a... Je pense même d'ailleurs qu'il ne faudrait pas que les gens aillent jusqu'à Pôle emploi. Je pense que si on parle des solutions, les solutions, elles passent par la reconversion massive, parce que c'est maintenant qu'on a besoin, c'est pas dans 10 ans ou dans 20 ans. Et donc la formation initiale, c'est un sujet. Et moi, je suis très heureux que la mission Villani aboutisse, qu'on crée le CAPES informatique, qu'on forme les conseillers d'orientation qui n'étaient pas formés pour orienter mieux vers le numérique. Donc tout ça, c'est des choses qu'on demande depuis des années. Mais au fond, ça ne va pas nous sauver. La transformation numérique, c'est maintenant. Quand je dis c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas 2019, c'est maintenant. Donc si on n'a pas les compétences maintenant, ça va le faire. Donc la reconversion est la seule solution. Il y a des gens à Pôle emploi, et moi je pense qu'il faut partir d'un cran plus tôt. Il faut, à travers les GPEC des grandes entreprises qui sont probablement les plus gros donateurs, fournisseurs de gens qui vont bouger à cause de la robotisation, à cause de la transformation, eh bien il faut permettre, à travers des GPEC bien connectés à des nouveaux mécanismes de formation, de montrer les beautés des jobs qu'il y a dans le numérique pour que les gens aient envie d'aller vers ces jobs-là et qu'ils quittent des entreprises dans lesquelles probablement qu'ils n'ont pas forcément d'avenir, en tous les cas pas tous bien sûr, mais c'est quand même massif ce mouvement-là. Donc je pense qu'il faut, la solution elle va venir du fait qu'on va remonter très en amont pour permettre à des gens de bouger vite dans des formations qui font plus que 400 heures, qui sont probablement 400 heures c'est 3 mois. Hein. Je pense que c'est plutôt 1 an et il faut qu'on ait à la fin des gens qui vont faire coder des robots, faire de l'intelligence artificielle, développer en Python, autant de choses qui sont revenir aux basiques entre guillemets du métier de l'ingénieur. Moi, j'adresse plutôt le problème de l'ingénieur, sachant que le problème des plus petits profils, c'est le problème qu'on a adressé avec la Grande École du numérique, qui est un projet qu'on avait proposé à François Hollande dans le quinquennat précédent, qu'il a saisi. Et donc, je dirais que ce sujet-là, il est adressé. Pour les profils dont on a besoin aujourd'hui dans la transfo numérique, c'est quand même des profils de gens qui sont plutôt des bac plus 4, bac plus 5. Et à mon avis, ça ne passera pas par autre chose que une reconversion massive. Je pense que les mesures que le gouvernement a prises, qui sont de retoucher le droit du travail pour fluidifier, et d'autre part repenser la formation professionnelle, c'est 2 mesures qui vont dans le bon sens. Mais il y en a une troisième à mettre en œuvre, qui est un véritable mécanisme de reconversion. Et voilà. Donc je pense qu'on va dans le bon sens. Alors cette idée de reconversion, elle est extrêmement intéressante. Effectivement, elle peut se faire via Pôle emploi. Elle peut se faire aussi de manière interne aux entreprises, par exemple. C'est ce qui se fait, par exemple, chez Servier, n'est-ce pas, cher Belnoble ? Tout à fait. Je vais juste revenir sur le titre de la table ronde. On parle du mot péril. Pour moi, le mot péril est un mot très fort, et je pense que le fait qu'on soit là en train de discuter de ce sujet, je pense qu'on va retirer ce péril sur ce type de compétences dont on a besoin, parce que moi, je me rends compte aujourd'hui, je suis dans un groupe qui n'est pas le cœur de métier. Notre cœur de métier n'est pas le numérique, n'est pas le digital, mais nous sommes touchés en plein fouet, parce que si on ne prend pas ce virage de cette transformation digitale, on peut se mettre en péril. Donc, au niveau de ma fonction, je me suis rendu compte à un moment donné, c'est que les compétences de lesquelles on en a parlé il y a peut-être 2 ans autour de ces compétences digitales étaient absolument pas les mêmes de quelles on en parle aujourd'hui. Et j'ose imaginer que ce ne seront pas les mêmes qu'on va voir dans 2 ans. Le socle de ces compétences est bien sûr le même, parce que c'est un socle qui est quand même le cœur, que ce soit de l'informatique ou du numérique. Mais quand on voit
à la vitesse à laquelle le monde numérique bouge, je pense que les personnes qu'on recrute aujourd'hui, si nous, en tant qu'entreprise, on ne s'en occupe pas très vite en termes de formation continue pour la garder à jour avec toutes les nouveautés qui arrivent, on risque déjà de redevenir en péril dans 2 ans. Donc, juste, je vais partager avec vous quelques expériences de quelle façon le groupe Servier a réfléchi à cette transformation digitale. Alors là, je ne vais pas aller sur les compétences très techniques et très pointues du data scientist, parce que en termes de formation continue, c'est très compliqué. On en discutait tout à l'heure, c'est pour le développer, il faut 5 ans d'études. Aujourd'hui, l'agilité universitaire, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose de quel il faut qu'on travaille ensemble justement pour y arriver. Donc je vais aller sur une thématique qui est de quelle façon une entreprise telle que la nôtre intègre cette révolution digitale dans le cœur de notre travail de tous les jours. Et on a commencé petit. On s'est dit, on va aller chercher une 40aine de personnes qui ont l'appétence pour tout ce qui est digital et numérique. On va les mettre ensemble. On a créé ce qu'on a appelé le collège digital et on leur a permis d'aller chercher les tendances du marché et de créer entre eux une structure de formation interne où ils étaient confrontés à des startups dans lesquelles on expliquait comment ça fonctionnait et ils pratiquaient. Et si c'est quelque chose de validé, on le ramenait au sein de l'entreprise pour l'expérimenter et faire de l'idéation. Donc une fois que ce process s'est mis en marche, on s'est rendu compte que dans ces idées, il y a beaucoup d'outils digitaux pour le fonctionnement de l'entreprise qui commencent à apparaître. Donc on a créé ce qu'on a appelé la Digital Factory. Et là, on a recruté des compétences externes, justement pour pouvoir coder, produire, faire de l'application. Mais en même temps, et c'est une fierté pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a pris des gens en interne qui avaient l'appétence et on les a confrontés à ce milieu-là et on a accepté 2 choses. C'est faire en apprenant et apprendre en faisant. Parce que pour nous, c'était une chose de se dire de quelle façon on va acculturer l'entreprise si ce n'est pas par ses propres salariés. Après, on a bien sûr, comme tous les grands groupes aujourd'hui, toute la partie digital learning qui commence à prendre vraiment de l'essor d'une façon grande, sauf qu'on croit à l'homme. Et quand on dit qu'on croit à l'homme, c'est là qu'on se dit c'est important que l'homme reste existant au sein de cette culture digitale. On en parle beaucoup de la digital tech, mais sans l'homme qui est derrière, toutes les machines peuvent exister, mais à aucun moment on prendra les décisions avec l'intuition humaine qui va avec. Probablement l'intelligence artificielle dans quelques années pourra le faire, mais pour le moment l'homme est irremplaçable. Et là, je vais revenir sur un autre sujet qui est beaucoup plus intéressant pour nous. Vous voyez, quand vous êtes sur des process d'innovation majeurs comme ça, vous allez dire aux équipes, allez, vous ouvrez les chakras, vous réfléchissez à tous les sujets qui nous sont importants. Mais vous arrivez à un moment où il va falloir quand même recentrer ces sujets vers la stratégie du groupe dans lequel vous êtes. Donc au groupe Servier, aujourd'hui, nous sommes en plein dans cette phase de recentrage de toutes ces idées. Et on est en train de mettre en place ce qu'on a appelé, avec des termes que beaucoup d'entreprises utilisent, la transformation digitale, dans lequel on est en train de parler d'état d'esprit. On n'est plus sur l'outil, on est à quoi l'outil va servir le groupe pour atteindre notre stratégie et de quelle façon on intègre l'outil dans le travail des collaborateurs de jour au jour. Et on s'est rendu compte que les outils, c'est bien, mais s'ils ne sont pas intégrés dans un environnement managérial et humain dans lequel ils peuvent vivre et survivre, les gens ne vont pas s'en servir. Donc pour nous, ce qui était très important, c'est l'outil, c'est super, il faut trouver l'outil le plus adapté pour le modèle de fonctionnement et la stratégie qu'on veut mettre en place, mais il faut s'occuper des hommes qui vont se servir de cet outil et de se dire, c'est très bien, on a cette compétence aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc nous, on se pose des questions aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit. On a un projet qui est en cours aujourd'hui de se dire, GPEC, c'est très intéressant, mais quand on regarde aujourd'hui, on a quelques métiers qui sont clés pour les fonctionnements de n'importe quelle entreprise à l'avenir, qui sont ces métiers de data scientist, data analysis, parce qu'on a une énorme quantité de data qu'on peut trouver aujourd'hui partout. Mais la grande question pour les entreprises, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc on a besoin des bonnes compétences pour pouvoir traduire tous ces data en quelque chose de concret qui va permettre aux entreprises, telles que la nôtre, de pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que plus on a de data, plus on en veut, moins on en prend des décisions. Donc pour nous, c'était clé. Donc on a un vrai projet aujourd'hui, et là je vais arriver sur le développement de compétences à plus long terme, c'est de se dire, on a 3 ou 4 métiers de digital
dans lesquels on va y arriver dans les 2-3 ans. Donc on est en train de créer des passerelles des métiers existants au sein de nos équipes informatiques pour les transmettre et pour les ramener là. Et là, on travaille sur des parcours individualisés justement de formation, parce que ça dépend d'où ils viennent. La façon de les mener là où on doit les mener dépendra d'où ils viennent. Et à partir de ce moment-là, on va travailler avec des partenaires, peut-être des universités, peut-être des écoles privées, pour s'assurer qu'on a des parcours. Et là, j'insiste bien sur le fait, en tant qu'entreprise, on ne peut pas faire rentrer quelqu'un, un collaborateur, dans un parcours universitaire qui dure 5 ans et qui est du lundi au vendredi. Donc pour pouvoir vraiment développer nos gens, il faut qu'on cherche des parcours et des cursus plutôt adaptés. Et là, les questions se posent. Vous dites 400 heures, 300 heures. C'est des sujets qui nous intéressent, mais il faut que ça soit adapté à la façon dont on travaille dans les entreprises. Donc c'est une question qu'on va se poser. Je suis vraiment ravi d'avoir ce débat aujourd'hui, parce que je pense que c'est les sujets que nous, en tant que groupe, pour pouvoir y arriver, on le disait tout à l'heure, hein, c'est ensemble on va y arriver, seul quand on réfléchit c'est très compliqué. Et nous on a quelque chose qui nous tient vraiment au cœur, c'est les partenariats qu'on fait avec toutes les startups. On apprend. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait profiter les startups des moyens qu'on a dans le groupe, mais nous aussi on profite parce qu'on devient de plus en plus agile et on apprend de cette façon-là. Donc, comme j'ai dit, le digital ne remplacera pas l'humain, donc l'intuition est importante dans ces sujets. J'aimerais revenir sur un mot que vous aviez dit il y a quelques minutes, c'est la notion d'appétence. Comment vous définissez cette appétence et comment vous dites ce salarié-là, il n'a pas un profil tech, mais il a l'appétence pour, et donc on va lui faire bénéficier d'un programme de formation? Alors, la notion d'appétence, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelque chose de très subjectif. Et ce n'est pas moi qui vais oublier l'appétence d'un collaborateur. On va aller chercher les collaborateurs pour leur dire « est-ce que tu as envie d'eux ?» On est plutôt partir, c'est « je suis acteur de la carrière que je veux mener, j'ai une appétence pour ces domaines, il y a des opportunités dans ces domaines-là, et c'est comme ça qu'on va récupérer ces équipes. » C'est plutôt eux qui vont se proposer. Et pour l'instant, c'est quel type de métier qui a eu, on va dire, les meilleures appétences? Alors, ce qui est très intéressant, c'est dans le collège digital, ils sont une quarantaine de personnes, hommes et femmes. Alors, je ne connais pas l'égalité, mais il y avait vraiment beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Et c'est pluridisciplinaire. Il y avait des RH, il y avait des gens de la formation, il y avait des gens de la R&D, il y avait des gens du marketing. Donc, ce qui est intéressant, et ce qui veut dire, je pense que l'appétence numérique, je ne pense pas que vous allez me contredire, ce n'est pas une question de génération, ce n'est pas une question d'homme ou femme, c'est une question de quoi moi j'ai envie. Et je pense que c'est ça qui est important à récupérer chez l'individu. Alors maintenant, on va un peu quitter le monde de l'entreprise et on va retourner dans le domaine universitaire. Alors, Brigitte Plateau, justement, est-ce que les jeunes et les étudiants aujourd'hui sont finalement attirés ou vraiment, pas vraiment, par les métiers de la tech et par les formations universitaires, notamment en informatique? Donc, je pense que depuis le début, on s'est dit que c'était un secteur, on va dire, concurrentiel au niveau de l'offre d'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens qui en sortent. Par contre, quand on regarde le SUP, vous savez, maintenant, il y a une nouvelle loi et puis il y a des plateformes où les jeunes lycéens s'inscrivent pour dire quelles études ils veulent suivre. Donc, vous avez sûrement entendu ça à la radio. Il y a ce qu'on appelle des filières en tension, donc en concurrence. Et ces filières en tension, c'est le droit, la médecine, les études de sport, la psycho. Voilà. En tous les cas, ce n'est pas les filières scientifiques et ce n'est pas l'informatique. Donc je peux vous dire que dans l'enseignement supérieur, il y a des places disponibles pour former plus d'informaticiens. Bon, une fois qu'on a dit ça, voilà. Donc on a un problème d'attractivité et je pense que ce problème d'attractivité, il est collectif, c'est-à-dire c'est un problème probablement de formation, mais c'est aussi un problème de secteur qui a du mal à attirer les jeunes. Alors on verra peut-être après, je reviendrai sur ce problème d'attractivité avec peut-être une perspective historique, puisque moi je suis une femme qui a choisi l'informatique dans les années 80, donc voilà. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que, comme il a été dit, si on veut former plus... alors, je vais parler ici, on a parlé numérique et on a parlé intelligence artificielle, etc. Donc, moi, j'appellerais ça des STIC, hein, les sciences et technologies de l'informatique. Donc, pour moi, il y a quand même deux registres. Il y a le registre du numérique dans toutes les activités, puis il y a le registre des technologies cœur. Tout à l'heure, il y a une dame qui a parlé du futur des métiers d'avocat.
eh ben, ils vont changer avec l'intelligence artificielle, mais il faudra quand même former des avocats. On ne formera pas des informaticiens. Voilà. C'est pareil pour la médecine. Et puis actuellement, le métier des traders, ça a complètement changé parce qu'il y a des machines qui décident plus vite qu'eux. Donc ça, c'est déjà parti. Ceci dit, il faudra des traders. Donc, je vais parler des STIC. Et donc, comme il a été dit par Godefroy, la formation tout au long de la vie, c'est vraiment clé pour une réponse immédiate. Toutes les formes de formation, que ce soit la grande école du numérique, les écoles alternatives, etc., je pense qu'il faut tous s'y mettre, et les universités aussi. Donc, et les universités et les écoles. Donc, les écoles, en général, elles font le plein, et ces dernières années, elles en forment autant qu'elles peuvent. Les universités ont peut-être de la capacité à développer, et peuvent peut-être développer des choses alternatives. Dans la loi dans les lois qui sortent en ce moment, à la fois la loi travail et la loi sur l'enseignement supérieur, eh bien, je pense qu'il y a des opportunités qu'il va falloir qu'on saisisse. D'abord, l'apprentissage qui devrait se développer et qui peut aussi avoir une réponse un peu immédiate avec une compétence qui devrait être flexibilisée par les nouveaux dispositifs. Ensuite, il est demandé aux universités de flexibiliser leur parcours, donc peut-être en bloc de compétences et non plus annualisé, donc avec des emplois du temps et des découpages qui permettent plus l'insertion dans la formation tout au long de la vie. Et puis, je pense aussi que dans cette question scientifique, domaine d'application, il faut aussi que l'on forme, et ça c'est la grande tendance, des scientifiques, des data scientists qui soient capables de discuter avec des médecins, des avocats, des constructeurs de voitures ou des traders. C'est-à-dire qu'au fond, la pluricompétence des équipes, j'imagine que vous la connaissez très bien, fait partie aussi des compétences que l'on doit développer pour ces gens-là, parce qu'ils ne pourront pas tout faire eux-mêmes. Si le data scientist, il ne pourra pas tout faire tout seul, il faudra qu'il fasse avec les gens des domaines d'application. Donc pour moi, l'université essaie de se transformer pour avoir des cursus plus adaptés à la demande, mais je voudrais revenir sur le problème de l'attractivité. Donc, si on prend une perspective un petit peu historique, dans les années 70-80, les jeunes se tournaient beaucoup vers l'informatique. Et puis, il y a eu un creux des années 90-2000. Bon, les raisons, elles sont un peu connues. C'est vrai qu'on s'est aperçu que les grands constructeurs informatiques, ils n'étaient pas ici. Et puis que en France, je veux dire, les grandes applications informatiques, elles ne sont pas en France. Par contre, nous avons une industrie des sociétés de services qui est vraiment florissante, internationalement connue, mais quand même, il y a eu un discours à un moment donné en disant qu'il y allait y avoir de la délocalisation des talents. À cette époque-là. Maintenant, on est revenu de cette mode, mais quand même, ça a été un discours. Et je pense que c'est un ensemble de facteurs qui ont fait que le secteur a perdu un peu de son attractivité, même s'il est toujours resté compétitif, mais il a perdu son attractivité. Donc moi, ce que je pense, c'est que on dit à nos jeunes, mais faites des STIC parce qu'il y a plein de boulot, quoi. Vous n'allez pas avoir de problème à trouver du travail. Et je pense qu'il y a comme un certain nombre de jeunes, surtout dans ceux qui ont une certaine ambition, qui se disent trouver un job, c'est bien, mais moi, j'aimerais donner du sens à mon job. Alors, je vais vous donner un exemple. J'étais présidente d'un institut d'un INP, d'un Institut National Polytechnique, et on avait une école qui était une école d'hydroélectricité. Puis un jour, on l'a appelée Eau, Énergie, Environnement. C'est bizarre. Elle a tout de suite monté dans les classements et eu beaucoup plus de filles. Donc voilà, la question c'est, on parle d'informatique, etc. Est-ce que c'est pas la technologie qui va donner un nouveau sens à la vie en société, je ne sais pas, donner quelque part une vision plus humaniste de ce qu'on est en train de faire pour éviter la répulsion Big Brother et gadget. Et je pense que là, on a véritablement une réflexion collective à avoir pour donner du sens à notre démarche industrielle en France, notre démarche sociétale, notre démarche du numérique, pour que les jeunes aient envie. Et on a besoin qu'ils soient là parce que ça va transformer notre vie. Et comme ça va transformer notre vie, il faut qu'ils y viennent. Parce qu'autrement, elle va être transformée malgré eux. Donc voilà, je pense qu'il faudrait qu'on construise un discours collectif
pour rendre ce domaine attractif. Et ça, c'est pas facile. Oui, alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que quand on parle de pénurie de talents, là, on angle en fait la question sous un prisme franco-français, mais est-ce que ce problème de pénurie de profil tech, c'est un problème qui est européen, voire international, Godefroy de Bensman? Alors, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a le même problème que tout le monde, on peut se rassurer. Il n'y a qu'en Allemagne où j'étais un peu curieusement étonné du fait qu'ils ont la pénurie, mais les salaires ne montent pas. Donc il y a quelque chose que je n'ai pas encore très bien compris. On a des filiales où on est en train de faire un ensemble d'acquisitions et on a aussi des filiales depuis des années là-bas, et c'est quand même une de nos rares entités pour lesquelles en fait on maîtrise les salaires. Donc il y a quelque chose que là je ne comprends pas très bien parce qu'ils ont la même pénurie que partout. Après, chaque pays gère ses propres politiques de formation. Donc, Brigitte, moi je suis très heureux d'entendre ce que j'ai entendu, qu'on va pouvoir réfléchir ensemble à un sujet qui depuis des années, où on se sentait un peu seul sur ce sujet, comme le numérique déborde de partout et que maintenant il est horizontal et plus vertical, eh bien je me sens moins seul. Donc on va pouvoir réfléchir à des mécanismes pour rendre ces jobs-là attractifs, parce que franchement, pour nos enfants, c'est des jobs phénoménaux. C'est des jobs qui sont des jobs de transformation de la société pour résoudre tellement de problèmes dont on souffre depuis des années, qui sont aussi bien des problèmes techniques que des problèmes de services, des problèmes de gouvernance du pays. En fait, tout peut passer par une amélioration digitale, et je pense que les jeunes, il faut qu'ils arrivent à le comprendre. Et puis alors, on est quand même 4 fois mieux payé dans le digital que dans n'importe quelle autre industrie. Je suis désolé de le dire, mais ça, il faut quand même le dire. Donc c'est vrai que c'est frustrant, et peut-être qu'on a mal pris le sujet, et c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on s'occupe du sujet, et sans beaucoup de résultats. Donc j'ai bien entendu, d'abord que vous avez bonnes idées, et d'autre part qu'on n'est plus seul sur ce sujet. Voilà. Je voulais répondre peut-être à un point que vous évoquiez tout à l'heure sur comment il y a de l'appétence numérique. Je ne fais pas de la pub pour Microsoft, mais j'étais à un petit déjeuner il y a 2 ans avec le nouveau patron de Microsoft, qui est Satya Nadella, et une question qui était: mais comment vous avez fait en 1 an et demi pour redresser une entreprise qui était quand même pas très qui était quand même pas très bien partie? Et il a répondu à la petite table de petit déjeuner qu'on avait. Il a dit: écoutez les gars, il y a un sujet dont il faut être conscient, c'est qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus flou comme environnement. Et le sujet sur lequel je suis quasiment tous les jours, c'est de choisir ce qu'il a appelé, il nous a fait la théorie, c'est une théorie qui vient de Harvard, je crois, les know-it-all et les learn-it-all. Donc les know-it-all, ceux qui savent tout, et les learn-it-all, ceux qui veulent tout apprendre. Et il y a 2 catégories. Les know-it-all, c'est ceux qui sont surdiplômés et qui déroulent des processus qu'ils connaissent. Puis les learn-it-all, ils sont plutôt moins diplômés, ils vont au départ moins vite, mais au fond, ils sont curieux de tout. Et alors je lui dis: bon, bravo, effectivement, mais comment vous faites? J'en garde que 30%. Tous les autres, je considère que c'est des gens qui ont déjà des schémas dans la tête, et finalement des gens qui sont des learn-it-all, il n'y en a pas beaucoup. Donc au fond, c'est peut-être ça la définition de l'appétence. C'est la curiosité, le fait qu'on admet qu'on ne sait pas et qu'on a envie de savoir. Je vais bien aimer l'explication. Ce qui est intéressant, là, on parlait un peu de comment mettre fin à cette pénurie. Donc, on parlait de hausse de salaire. On parlait aussi, avec le rebranding de formation, finalement, de donner du sens au métier. Ce qui suppose, au sein des entreprises, un gros travail de marque employeur. C'est ce que vous proposez, Jérémy Cléda, avec Welcome to the Jungle. Oui, c'est sûr que, en fait, quand on a créé Welcome to the Jungle il y a 3 ans, on avait 2 convictions. Je pense d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer à la salle quel est exactement le business model et le fonctionnement de Welcome? Moi, c'est vrai que je pars du principe que les gens connaissent, mais c'est pas encore le cas tout le temps. Welcome to the Jungle, c'est un projet qu'on a créé il y a 3 ans, et l'idée elle est simple, c'est un média sur le travail couplé à une plateforme de recrutement. Donc, quand vous allez sur Welcome, en tout cas quand vous êtes candidat, ce qu'on essaie de vous apporter, c'est tout le contenu nécessaire pour vous orienter au mieux, et ensuite découvrir l'entreprise qui vous correspond et le job qui vous correspond. Voilà. Et en fait, avec chaque entreprise avec qui on travaille, on réalise du contenu. Donc nous-mêmes, on vient dans l'entreprise, on fait des photos, on fait des vidéos de collaborateurs, tout ce qui peut vous permettre d'une certaine manière de rentrer un peu en immersion, dépasser ce qu'on a tous, c'est le fait qu'on ne comprend pas grand-chose à la base à l'entreprise, découvrir des métiers et voir si l'environnement de travail et ce qu'on nous propose correspond bien à ses aspirations professionnelles. Voilà. Et en fait, nous, quand on a lancé Welcome, on avait deux sentiments forts. Le premier, c'est que, en fait, au-delà de sujet de formation, de reconversion, c'est sûr que c'est un sujet. Moi, je pense que le sujet fondamental, en tout cas, quand vous interviewez des candidats, on a interviewé des centaines et des centaines, le vrai problème, c'est que, franchement, ils comprennent absolument rien à l'entreprise.
ils ne savent pas ce que c'est une entreprise, comment ça fonctionne, et en plus les métiers proposés n'ont ni queue ni tête. Consultant par exemple, ça ne veut pas dire grand-chose, et la tech, alors à moins d'être familier du sujet, c'est que des mots incompréhensibles. Quand vous avez 18 ans, vous ne dites pas que vous allez vous orienter vers le big data ou l'IoT ou je ne sais pas quoi, ça ne parle à personne. Donc voilà, donc, nous notre sentiment, le premier déjà, c'est qu'il fallait décomplexifier les choses, acculturer les gens au monde de l'entreprise, leur faire comprendre ce qui pouvait être leur métier, mais très concrètement. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, ce qu'on aime bien, c'est faire parler des opérationnels, des gens, pas d'ailleurs forcément que des patrons, pour dire bah voilà, je suis data scientist, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais comme métier, quels outils j'utilise, avec quel type de gens je travaille. Voilà. Et notre sentiment, la seconde conviction qu'on avait, c'est que aujourd'hui, les entreprises devaient repenser, à mon sens, fondamentalement la manière même dont ils pouvaient percevoir la manière de recruter. C'est que pendant très très longtemps, en gros, les entreprises diffusaient une annonce d'emploi et disaient bon bah battez-vous et on recrutera le meilleur. Aujourd'hui, on évolue dans un monde où les choses sont très différentes. Et je pense que si vous recrutez des gens en ce moment, vous avez ce sentiment-là, c'est que à l'entretien d'embauche, vous êtes là pour évaluer la personne, mais la plupart du temps, la personne maintenant, elle est aussi là pour vous évaluer. Le rapport de force est relativement différent, il est équilibré, ce qui d'ailleurs, je pense, est une très bonne chose. Et donc maintenant, les entreprises doivent changer, je pense, leur approche et être un peu plus dans la transparence, et d'être dans la compréhension de ce qu'elles font, de donner aussi un peu de sens, hein, vous en parliez en amont, pour dire bah voilà ce qu'on propose, et si ça t'intéresse, rejoins-nous. Et ça, je pense que c'est fondamental, c'est clairement la mission de la marque employeur, hein, et de développer ça et d'essayer de le faire. Il y a toujours un peu de marketing RH et c'est bien naturel, mais de le faire avec suffisamment de transparence et d'honnêteté pour offrir un alignement des intérêts, voilà, entre candidats et recruteurs qui me semble important. Et alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que donc là, c'est des offres d'emploi. Mais vous intervenez aussi directement finalement au niveau, on va dire, de l'évangélisation en publiant par exemple des magazines. Vous êtes aussi un média qui essaie de vulgariser, de rebrander des métiers qui sont parfois techniques, c'est ça ? Oui, nous on n'a rien compris parce on n'a pas eu de sujet de transformation digitale, hein, parce que on est né ainsi et on a fait le pari d'aller dans le print. Donc ce qui était assez inhabituel. On distribue des magazines print dans les écoles, dans une centaine d'écoles en France par exemple, où on parle de métiers, d'entreprises. On fait un guide d'ailleurs de boîtes dans lequel bosser. En fait, des choses très concrètes pour que, c'est sûr, moi par exemple j'ai fait une école de commerce. Quand j'avais 20 ans, j'étais exposé qu'à une quinzaine de boîtes, 3 ou 4 métiers d'ailleurs, et à part ça, c'est extrêmement difficile de concevoir l'étendue des possibles. Voilà, et c'est ce qu'on essaye de faire en ouvrant plus de perspectives, en rendant intelligibles des choses qui ne le sont pas nécessairement avant. Je pense d'ailleurs les professionnels ne se rendent pas compte, parce que quand on vit ça tous les jours, on a l'impression que être consultant web marketing ou être je sais pas moi, responsable SEO, ça va de soi, mais en réalité ça va pas du tout de soi. Voilà, on essaye, nous, par tous les moyens possibles, donc par le web, par la vidéo beaucoup, par le print, par l'audio bientôt d'ailleurs, de parler de métier et de faire comprendre aux gens ce que c'est. Et je pense que c'est particulièrement nécessaire dans la tech parce que les gens manquent énormément de modèles. Ils ont peu de modèles à la maison, parce que la plupart du temps, c'est des métiers jeunes, donc leurs parents ne le faisaient pas. Ils ont peu de modèles quand on parlait de sujets de parité. C'est vrai que, par exemple, même quand vous preniez l'entrepreneuriat français, la plupart des rôles modèles là-dessus sont des hommes. Donc il y a peu de choses vers lesquelles tendre, et en entreprise, c'est pareil. Et voilà. Et en plus, je pense, pour finir, que c'est un secteur d'activité qui, par exemple, peut avoir le même problème que le luxe, c'est que les gens souvent se fixent à un plafond de verre qui est rationnel mais qui est réel. Moi je peux pas prétendre à ce type de métier, j'ai pas forcément les compétences, j'ai pas le background, et la tech c'est très souvent ça. Nous on le voit, hein, quand on interviewe des candidats, il y a ce plafond de verre qui existe et qui est très fort et qui est en plus facilité par le fait que il y a beaucoup de jargon, et donc dès qu'on se sent pas dans cette famille là, on a des difficultés à postuler ou en tout cas à s'inscrire dans cette filière.
Et alors vous, du coup, Emmanuel Sodo, pour revenir vraiment au monde de l'entreprise très traditionnel, donc l'assurance, vous êtes aussi en pleine transformation digitale, vous essayez de recruter des profils tech. Est-ce que c'est difficile et comment vous réussissez à pallier cette difficulté ? Alors, moi, je voudrais revenir sur une chose qui est de dire que le secteur de la tech est quand même de moins en moins un secteur. Voilà. Et pour être une transfuge de ce secteur de la tech, moi j'ai été dans d'autres secteurs avant et des secteurs technologiques et télécoms. Avant de rejoindre, j'ai traversé moi, le secteur du transport, du travel et maintenant des services financiers et de l'assurance. C'est de moins en moins un secteur. Quand vous disiez effectivement c'était une verticale, c'est horizontal, c'était vertical, c'est horizontal aussi dans nos organisations. Et effectivement, ce qui est très difficile quand on parle de transformation digitale aujourd'hui, puisque c'est le mot consacré, mais c'est effectivement de se dire comment est-ce que moi, industrie de la protection sociale et patrimoniale, etc., j'utilise ces potentialités du numérique dans mon outil de production quotidien, dans ma manière d'entrer en relation, dans ma manière de gérer mes contrats, gérer mes clients, apporter du service, etc. Et ça au quotidien. Et au sein de l'ensemble des métiers, ça va jusqu'aux actuaires, certes, on pense souvent à eux, mais la direction des ressources humaines aussi, comment est-ce qu'une direction des ressources humaines utilise les potentialités du numérique pour faire son métier différemment, comment la conformité, on a une profession très réglementée, comment est-ce que la conformité prend en compte cette dimension digitale pour faire son métier différemment, comment l'asset management le fait, etc. etc. Voilà, donc c'est une horizontale, ce n'est plus un secteur, et donc effectivement, cet enjeu des compétences, il nous transperce tous, et oui, on doit tous s'y mettre, je suis complètement d'accord. On a une vraie responsabilité, moi ça me tient beaucoup à cœur, on a une vraie responsabilité en ce sens. Voilà. Moi je ne suis pas issue de la fonction RH, moi mon rôle dans le groupe G2R La Mondiale, c'est justement de piloter cette transformation digitale pour l'ensemble du groupe. Après, moi, ce qui est très difficile, en fait, c'est le rythme. On vous parliez de cette notion de vitesse. Donc oui, ça va vite. Donc ça, c'est difficile. Et puis, c'est le spectre aussi. Il faut qu'on arrive effectivement à couvrir d'un côté tout ce dont il a été beaucoup question là, c'est-à-dire d'aller chercher des expertises et de se constituer ce cœur de compétences. Donc comment est-ce qu'on se constitue ce cœur de compétences quand ce n'était pas le core business en fait avant de l'entreprise. Et puis sur toute la chaîne, dans le groupe il y a 11 000 collaborateurs, mais ce sont les 11 000 collaborateurs qu'il faut embarquer. Un conseiller commercial, un conseiller dans un centre de gestion, mais encore une fois, un acteur, quelqu'un dans la direction financière, en asset management, etc., utilise des robots, utilise des logiques avancées de traitement de la donnée, utilise tout un tas de systèmes numériques dans son quotidien, dans son métier, et c'est ça notre enjeu. Voilà, et c'est ça notre enjeu. Donc d'un côté, il faut effectivement savoir les attirer. Donc oui, la marque employeur, oui, être présent sur des salons, oui, avoir un projet, et ça c'est très important. Moi je l'ai vu pour recruter des profils, on en parlait tout à l'heure, certains profils, notamment sur la donnée, globalement, au croisement des problématiques de données et des problématiques assurantielles. On est relativement bien identifié et on est relativement attractif. Voilà, donc il faut effectivement pouvoir attirer, mais on ne peut pas considérer qu'on part de zéro. Voilà, donc moi, tout ce à quoi je tiens beaucoup, c'est que ce centre d'expertise-là, il ne soit pas que acquis à l'extérieur. Voilà, et que par contact, par le faire. Donc là, je vous rejoins complètement aussi. Moi, c'est vraiment ce que j'ai mis en place. On a fait des projets et on produit des solutions. On produit des solutions numériques pour les clients, pour nos collaborateurs. Et par le faire, par contact, par l'exécution, eh bien, on transmet des compétences. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie, vraiment, je dirais, cœur d'expertise. Et puis après, comment est-ce que dans le reste des métiers, on embarque ? Eh bien, je crois beaucoup qu'on embarque par le positif, par les bonnes nouvelles. Donc, il faut un digital qui corresponde à la mission fondamentale de l'entreprise. Il faut un digital qui soit utile, et là on embarque, et là il y a des bonnes nouvelles.
Voilà, donc ça me simplifie la vie, ça m'apporte des services auxquels j'aurais jamais pu penser avant, ça m'apporte des analyses très pointues ou très personnalisées que j'aurais jamais pu faire sans ça. Et là, voilà, et là, ça bascule. Donc on a aujourd'hui, voilà, des populations de commerciaux, de conseillers clientèle, mais aussi dans des fonctions un peu plus cachées de l'organisation qui avancent en ce sens. Que vous formez en interne, du coup. Pardon ? Que vous formez en interne. Qu'on forme en interne, mais qu'on forme, je dirais que on sort des formats traditionnels de formation, finalement. Voilà. Encore une fois, c'est par l'exemple, c'est par l'usage, c'est par l'usage. Hein. Le digital, c'est pas abstrait, ça s'utilise. C'est par le partage entre pairs. Le reverse mentoring, voilà, un certain nombre de dispositifs. La palette est variée. Il faut qu'elle soit variée d'ailleurs, hein, parce que selon son appétence, on va être plus ou moins à l'aise dans tel ou tel dispositif. Des MOOC aussi, hein, complètement en self-service, je dirais. Voilà, mais tout ça s'accompagne évidemment, mais ça s'accompagne dans l'exécution, ça s'accompagne dans le temps. Et puis dernière chose qu'on n'a pas encore évoquée là, mais il faut attirer, il faut transformer en interne. C'est plus l'apanage d'une profession, mais ça doit devenir le sujet de tout le monde. Et puis il faut aussi être ouvert. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que toutes les compétences, on va les avoir à la maison. Voilà. Et ça, c'est très important. Les talents, c'est aussi nos partenaires. Voilà, c'est nos partenaires qui les ont. On sait qu'on a plein de jeunes qui sortent de formation, qui veulent créer leur boîte, qui sont plus attirés par des entreprises telles que les nôtres. Et les talents, il faut aller les chercher là où ils sont, et il faut qu'on sache travailler avec eux. Voilà. Donc toute la logique aussi de partenariat start-up, etc., dont on rebat les oreilles. Très honnêtement, voilà, on dit un petit peu tout et n'importe quoi là-dessus, mais il y a une dimension acquisition de talent et qui est très importante aussi là-dedans. On a, nous, aujourd'hui, comme ça, pu travailler sur de la lutte anti-fraude, sur des chatbots, etc., enfin sur un certain nombre de réalisations avec des partenaires externes et en acquérant des compétences que nous n'avons pas, mais que peut-être nous n'aurons jamais et que nous ne cherchons pas à avoir à l'intérieur de nos équipes. Et c'est ça qui nous permettra d'aller au bon rythme, c'est ça qui nous permettra de rester attractifs. Donc là, on a vraiment vu des clés pour recruter, pour former au quotidien dans des grands groupes, Servier, AG2R. Au niveau des startups, des TPE, des PME qui sont obligés aussi de recruter des profils digitaux, est-ce que les difficultés sont encore plus grosses que dans les gros groupes? Et si oui, comment elles peuvent agir? Je dirais que c'est d'ailleurs un point qui est un tout petit peu inquiétant pour les grands groupes. Je pense que les startups, elles ont beaucoup de difficultés parce qu'elles ne sont pas organisées. Parce qu'elles ne sont pas d'abord l'histoire. Tu parlais tout à l'heure de la situation qu'on rencontre sur l'emploi aujourd'hui. Bon, les gens qui ont mon âge, évidemment, ils l'ont déjà rencontré 3 fois, tu vois. Donc, c'est cette espèce de bulle qu'on a aujourd'hui qui va durer pour le moment. Mais des difficultés à recruter, on l'a vécu avec des gens qu'on recrute aujourd'hui qui sont plus chers que les gens qu'on a recrutés il y a 2 ans. Et puis, alors, on ne sait pas comment gérer le truc. Donc, tout ça, ces sujets, c'est des bons sujets, bien sûr, hein, mais c'est des sujets qu'on connaît. Et une start-up, elle n'a pas cette histoire-là. Donc, le problème qu'elle a, c'est qu'elle est extrêmement attractive, en particulier pour des jeunes, mais pas que d'ailleurs. En revanche, elle n'est pas très bien organisée. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'outils qui leur permettent d'arriver à avoir, je dirais, de jeter le filet assez large. Et au fond, je pense que les start-up, même si elles trouvent que c'est dur, c'est pas si dur que ça pour elles. Et je suis plus inquiet pour des grandes organisations qui, au fond, si elles veulent se saisir de ce que représente pour elles l'enjeu de survie, de se transformer, et avec 4 grands leviers qui sont au fond mettre en œuvre des systèmes ouverts, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, repenser de façon complètement différente son ouverture avec l'extérieur, mettre en place des modèles lean et agile, mettre en place des modèles collaboratifs qui rebouleversent les modèles de managériaux, les pyramides, etc., des modèles data-centric et des modèles client-centric. Une fois qu'on a dit ça, j'ai à peu près la recette des entreprises digitales qui sont nées dedans. Quand on est une entreprise
comme nos grandes entreprises mondiales, européennes, françaises, ces grandes entreprises sont très très dures à bouger. Et si on veut activer ces leviers, qui sont les leviers qui vont faire la performance qu'elles peuvent avoir face à des grands qui sont nés il y a 10 ans et qui, elles, sont nées dedans, donc elles ont bien ces 4 leviers. Bouger, c'est très très compliqué. Et pour revenir à votre point, moi, je vois aujourd'hui des talents qui m'ont quitté, que vraiment des talents que j'ai adorés, qui étaient vraiment, entre autres des jeunes femmes, sur le collaboratif, sur le knowledge, sur des sujets qui sont aujourd'hui un des 4 aspects, comme on repense une organisation de façon différente, comme on écrase les pyramides, etc. Ces compétences-là, après avoir passé 15 ans ou 10 ans chez nous, ils sont allés dans des grands groupes historiques, dans l'automobile, etc. Elles n'ont pas pu supporter, en disant c'est trop lourd, c'est pas drôle du tout. Et en fait, j'ai pas du tout envie de passer ma vie là-dedans. Et quand je rencontre nos clients, ils ont un mal de chien à attirer ces genres de talents, parce qu'en fait, c'est pas très enthousiasmant d'aller prendre un gros truc et de le faire tourner dans un sens ou dans un autre. C'est très politique et c'est beaucoup plus amusant de le faire dans une start-up. Donc, je pense qu'un des sujets, c'est effectivement de devenir attractif pour nos grandes entreprises, mais même pour nous, dans notre métier. Et d'arriver à faire rêver des jeunes en leur disant vous allez réinventer quelque chose avec nous. C'est pas facile, surtout que dans ces grandes entreprises il y a beaucoup de politique, il y a des organisations qu'on comprend pas, c'est très dur de les faire bouger ces organisations, ces silos, etc. Et donc si on dit on veut travailler dans un mode horizontal, en mode projet, et non seulement sortir ce mode projet de la partie DSI, direction informatique, mais l'amener dans le business et travailler dans des modèles désilotés, c'est un travail de Romain. C'est les écuries d'Augias dont on parle là. Donc je pense que les jeunes, ils n'ont pas envie de faire ça. Ils se disent, vous les vieux, faites-le le boulot. Vous les avez mis dans cet état-là, les entreprises, faites le job. Mais je pense que ça va être vachement dur de les attirer. Voilà, c'est ma vision. Ça doit être encore plus difficile pour les ETI qui se digitalisent et qui pourtant sont peu visibles, peuvent pas développer une marque employeur, ne peuvent pas former en interne, donc c'est vraiment eux peut-être les principales victimes. Pour les ETI, moi je suis convaincu qu'on n'a pas complètement le même problème, parce que small is beautiful. Une start-up c'est génial parce que c'est quelque chose qui invente, mais je pense que les ETI, elles ont un tel besoin ou même les PME, elles ont un tel besoin de se transformer dont elles sont conscientes maintenant. C'était probablement pas le cas il y a 18 mois. Je pense qu'il y a vraiment une conscience très forte aujourd'hui. Et je disais tout à l'heure dans une autre réunion, il y a une phénoménale progression de la maturité des grands et maintenant des petits, que les ETI elles ont moins la dimension politique, moins la rigidité. Je ne dis pas que c'est très facile quand il y a un patron qui a créé sa boîte, qui change d'avis et qui se dit je vais travailler différemment, mais je pense qu'un jeune là-dedans peut faire bouger les lignes plus vite et a l'impression qu'il va pouvoir mieux contribuer. Dans les très grands groupes, c'est dur de leur donner la visibilité. Moi j'ai plein d'exemples de jeunes qui ont quitté des très grands groupes du luxe en particulier dans lesquels on aurait pu penser que ces talents-là ils devaient les garder, et ils les traitent comme du bétail, et à la fin, ces jeunes-là, ils finissent dans les startups. Donc moi, je crois que le sujet, c'est plutôt les grandes organisations qui ont du mal à être humaines. La question que vous posez, elle est éminemment managériale. Je crois que vous aviez une table ronde ce matin sur l'implication des dirigeants. Oui, tout à fait. Mais voilà, est-ce que vous dites c'est ça? Voilà. Donc effectivement, je pense que le sujet, c'est l'implication des dirigeants au plus haut niveau. Voilà, encore des débats comme celui-ci cet après-midi aussi prouvent que quand même la thématique mûrit et progresse. Et au-delà des dirigeants, voilà, l'ensemble de la ligne managériale. Parce que si on veut écraser ces organisations, ça veut dire aussi que ça passe par le haut, et puis il y a des managers d'avant qui seront peut-être plus managers, ou en tout cas plus managers pareil. Voilà, donc tout ça s'accompagne. Voilà, ça s'accompagne beaucoup. Et puis sur les ETI et PME, voilà, c'est bien toute la chaîne qui bouge, et on sait que les grands groupes font travailler des PME, font travailler des ETI. Donc effectivement, je pense que ça viendra aussi par là. Maintenant, on a quand même un certain retard aujourd'hui, et on le sait. Donc c'est un challenge malgré tout. Il y a un autre point qui m'a paru très pertinent dans ce que vous aviez dit, c'est dans les gros groupes, c'est dur à bouger. Est-ce que vous avez eu ce sentiment chez Servier et chez Arbel Noble? Alors, je vais rebondir sur ce point-là. Oui, les grands groupes sont difficiles à bouger à une seule condition, il faut oser innover. Je pense qu'aujourd'hui, les grands groupes, il faut qu'ils se réinventent pour pouvoir justement attirer. Donc aujourd'hui, moi je suis dans un groupe, j'ai une chance inouïe, c'est que c'est un groupe qui a permis à des startups internes à se créer. Donc on a des directions qui ont aujourd'hui le cœur de métier, c'est justement d'aller chercher la nouveauté, l'innovation, et de ne pas
suivre toutes ces structures lourdes d'un groupe qui est justement dans la compliance. Et ce qui pour nous est très intéressant, c'est comme ça qu'on va pouvoir développer et réinventer. Donc oui, probablement, mais si on ose s'innover, je pense que les gros groupes deviennent attractifs dans un sens où on a les moyens d'un grand groupe, mais on a aussi la flexibilité et l'autorisation de tester et de faire d'une start-up. Et ça, le mélange, c'est un mélange savant, c'est complexe. C'est très complexe à mettre en place, mais c'est un mélange savant et le moment où on arrive à le faire, on a une image qui devient de plus en plus attractive aux jeunes parce que, mine de rien, un grand groupe, ça attire quand même par les moyens. Ça n'attire pas peut-être par, comme vous avez dit, c'est difficile à bouger. Mais quand on a les moyens d'un grand groupe et on a la flexibilité et l'autonomie d'une start-up, je pense que c'est là que le mélange savant devient attractif pour les jeunes générations. Là où je suis complètement d'accord, c'est qu'il faut inventer. Et donc là, vous êtes en train d'illustrer la manière dont on peut inventer. Mais en même temps, en vous écoutant, il y avait une autre idée qui me venait. Pourquoi les ETI ont peut-être une chance? C'est que bien souvent, les ETI, elles sont pilotées par un patron qui est un patron fondateur, beaucoup. Et d'une certaine manière, vous êtes une ETI, ou en tous les cas, vous avez cette caractéristique-là. Et quand un patron se sent, au fond, je dirais, peut-être plus concerné par la longévité, au fond, à un moment donné, il sait bien que s'il ne bouge pas, et il se sent très responsable, il n'y a que lui qui va pouvoir, je dirais, propulser projeter l'entreprise dans l'avenir. À un moment donné, et je pense qu'il va avoir cette sensation qu'au fond, sa responsabilité est énorme et qu'il faut qu'il bouge. Je pense que dans des grandes organisations dans lesquelles les conseils d'administration nomment un patron qui est plein de talent, mais au fond, il est là pour quelques années et il change, il n'a pas complètement la même psychologie. C'est pas très politiquement correct ce que je dis, mais je suis convaincu de ça. Je pense que les entreprises qui, au fond, ont cette dimension, je ne vais pas dire familiale, mais en tout cas très proche de la création, finalement, hein, elle a une dimension, à mon avis, un peu plus agile parce que la survie, ça repose sur les épaules de quelqu'un et ça ne change pas à chaque conseil d'administration ou à chaque assemblée générale. Et d'une certaine manière, c'est une chance d'avoir une proximité entre les fondateurs et le reste de l'organisation parce qu'il y a cette dimension de responsabilité peut-être plus forte. Bon, mais c'est une réflexion personnelle. Je vais poser la même question aussi à Emmanuel Sodo chez AG2R, justement. Est-ce que c'est... on va dire, cette incitation à se former aux nouvelles compétences digitales, ça a été mis en avant? Est-ce qu'il y a eu des blocages? Est-ce que ça a été difficile? Non, mais enfin, encore une fois, évidemment, et c'est difficile pour toute entreprise née avant l'an 2000. Enfin, je veux dire, donc ça fait beaucoup d'entreprises. Hein. Donc, non, c'est bien sûr, c'est difficile. Je le disais, on est 11 000, on est un groupe historique, hein, avec voilà, de la longévité des dirigeants hein, dans notre industrie et précisément chez AG2R La Mondiale. Donc voilà, après prise de conscience des dirigeants, mise en action, et puis tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire après voilà, un certain nombre d'actions qui permettent de mettre en œuvre des choses. Hein. Voilà, moi je suis au sein du comité exécutif avec ce mandat-là au niveau de l'ensemble du groupe. J'ai en charge aussi toute la relation client, le marketing, la communication. Enfin voilà. Donc bon, ce sont aussi des marqueurs qui permettent de mettre en action au plus haut niveau des dynamiques de transformation. Et oui, c'est important. Voilà, oui, c'est important. C'est pas neutre. C'est pas un projet au-dessus des autres ou à côté des autres. C'est bien central et il faut que ça le devienne. Voilà. Et c'est pas pour se dire qu'on va se digitaliser. C'est pas la question. C'est effectivement continuer à exister demain et offrir le meilleur service à nos clients et l'ensemble de nos bénéficiaires. Donc oui, bien sûr, c'est difficile. En tout cas, il faut articuler temps long et temps court. Il ne faut pas penser que ça va être magique. Il ne faut pas penser que ça va aller très très vite. On est dans un environnement et des écosystèmes qui sont rapides. Maintenant, voilà, on est aussi sur des temps relativement longs, en tout cas à l'échelle du numérique. Hein. Moi, j'ai tendance à dire il y a une énorme rupture tous les 18 mois. Voilà, moi, clairement, je pilote le plan d'action à 6 mois. Voilà, bon, ce qui permet d'avoir des cycles courts. Après, on sait très bien que c'est des cycles plutôt à 3 à 5 ans. Voilà. Donc, il faut savoir articuler ce temps long et ce temps court. Et là, je vous rejoins. Effectivement, il faut une constance
managériale assez forte pour ne pas zapper et avoir de la focalisation. Une des grandes forces aussi, quand on regarde les bonnes pratiques de ces data centered ou user-centered companies, c'est aussi qu'ils sont focalisés, et ils sont très focalisés. C'est aussi la force des startups, elles sont très focalisées. Donc il faut que nous aussi, on apprenne à l'être. On a peut-être un peu oublié parfois parce que, politique, territoire de chacun, etc. Et ben non, dans ce qu'on a à faire, il faut être très focalisé. Donc il faut une orientation du management assez forte. C'est intéressant cette notion de rupture tous les 18 mois. Du coup, ça suppose aussi que les universités soient prêtes à faire face à ces ruptures, idéalement à travailler, on va dire, en étroite liaison avec les entreprises. Est-ce qu'elles y sont prêtes pour l'instant ? Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on forme un jeune, on a du mal à penser qu'on va le former pour les 18 mois qui viennent. Donc, au fond, on se pose le problème un tout petit peu différemment en se disant que c'est quand même important qu'on lui enseigne aussi des concepts, les choses difficiles, les choses qui transcendent un petit peu la technologie de demain ou après-demain. Donc, je pense que les universités ou tous les systèmes de formation ont cette espèce de tension, c'est-à-dire à la fois former des esprits aux concepts difficiles et à la fois les amener à être directement employables quand ils sortent de leurs écoles. Donc le dialogue avec le monde industriel qui peut se passer dans les conseils d'école, dans les conseils de perfectionnement est là pour ça, pour qu'on trouve le bon compromis dans cette tension, puisque quand même, il faut aussi que nos jeunes ils soient prêts à se former tout au long de la vie, donc ils aient aussi les instruments de cette formation tout au long de la vie. Et là, c'est un système qui est totalement dynamique et qui évolue tout le temps. Et là, la question, est-ce que les universités sont prêtes ? Je pense que dans le domaine des sciences et technologies numériques, non seulement elles sont prêtes, mais elles le font depuis, on va dire, la naissance de l'informatique, ce qui n'est pas si loin que ça. D'accord ? Donc, je veux dire, moi j'ai commencé avec des cartes perforées, donc vous imaginez bien. Brigitte, moi j'ai une question. Vous savez qu'on est très proche de pas mal d'universités, d'écoles, de leurs programmes. Voilà. Ces ruptures, c'est tous les 18 mois. Il y en a des petites tous les 6 mois. Tout ça, ça se superpose, ça ne se remplace pas. Et donc, évidemment, dans la formation des jeunes, je suis le premier à penser qu'il faut aussi les former à la méthode et les former d'ailleurs à des sciences molles. Et les ingénieurs ne sont pas assez formés aux sciences humaines, d'ailleurs. Et à mon avis, dans le numérique, on a de plus en plus besoin d'avoir de la science humaine dans les écoles d'ingénieurs ou dans les universités. Mais il y a quand même un sujet qui m'interpelle, c'est qu'au-delà de cette espèce d'architecture qu'on peut essayer, ou de mode de pensée, mode de travail qu'on peut leur apprendre, il y a quand même des sujets pointus qui apparaissent régulièrement. Et quand on voit qu'il faut 3 ans pour obtenir des diplômes, enfin des formations certifiantes, ça interpelle, parce que est-ce que les étudiants ont envie de rentrer dans un cycle où, au fond, ils sortent sans... ils vont sortir probablement avec leur diplôme d'école-université, mais sur le sujet qu'ils auront pu choisir, qui aurait été mis en œuvre rapidement, entre guillemets, par l'école-université, eh bien, elle ne sera pas certifiante. Et j'ai le cas avec un certain nombre d'écoles qui me disent, bah oui, mais il nous faut quasiment 3 ans pour obtenir la certification. Ou le côté, oui, certifiant, c'est ça. Donc, alors... En ce qui concerne, donc il y a deux types de modèles. Si vous prenez le modèle purement universitaire, actuellement, les établissements reçoivent une accréditation pour des mentions assez larges dans lesquelles elles peuvent créer les filières qu'elles veulent, dans l'intervalle. Et peut-être qu'on va essayer de travailler pour les universités à l'accréditation a priori, c'est-à-dire elles démarrent et puis après on regarde si ça marche bien. Après, pour les écoles d'ingénieurs, il y a quelque chose, il y a qui sont des professions certifiées. Il y a la CTI qui, pour le moment, a un cycle un peu plus long, mais nous sommes en discussion avec la CTI pour l'encourager à essayer d'alléger aussi ces cycles. Et je pense que la CTI est tout à fait partante pour s'inscrire dans ce mouvement où, évidemment, on doit être plus réactif.
j'ai envie de... Enfin, moi, j'aime bien la nouvelle loi sur l'apprentissage, hein, qui promeut un marché extrêmement... Enfin, une façon extrêmement, on va dire, économie de marché, une formation, un employeur, un apprenti, et la branche doit financer la formation qui doit aboutir. Donc, au fond, c'est véritablement une rencontre sur le terrain d'un besoin, de compétences et d'un jeune, et on fait un deal et on avance. Donc je crois que l'enseignement supérieur est véritablement sur cette idée de devenir beaucoup plus réactif en réponse à la demande de l'emploi. Bon, maintenant, comme dans d'autres endroits, c'est un travail de fond, il faut s'y atteler, il ne faut pas lâcher, et c'est bien notre intention. Merci beaucoup. Je vais laisser le mot de la fin à Laurence Stéphanie, qui voulait prendre la parole. Merci en tout cas pour cette excellente série d'échanges. C'est toujours un peu difficile de conclure parce qu'on a abordé beaucoup de thématiques et j'ai l'impression que je ne ferai pas honneur à la qualité des échanges, mais enfin, ce que je retiens vraiment, c'est cette thématique de la formation, cette formation qui doit être continue, formée à former, même si enfin, finalement les informaticiens savent le faire depuis 40 ans maintenant. Je pense qu'on a parlé de cette dynamique, à savoir que dans les grands groupes, il faut avoir la possibilité de former les seniors. Au sein de Pôle emploi, il faut aller chercher des personnes qui ont ces capacités à se former sur les nouveaux métiers du numérique. Et donc ça, c'est une opportunité en tout cas. Un espoir pour former la force de travail pour demain qui va nous aider à nous transformer. Puis ensuite, on a parlé d'un problème de marketing. Alors peut-être qu'on n'est pas très très bon sur cet aspect-là et qu'il va falloir effectivement qu'on travaille ensemble sur ce marketing parce que d'habitude, quand on vend un produit, on a souvent de la difficulté à vendre un produit où il n'y a pas de débouché et où c'est compliqué, où on est mal payé. Et là, on est en train de dire qu'on a un produit où on est 4 fois mieux payé, où il y a des débouchés, que finalement... Si on le packageait un tout petit peu mieux et qu'on appelait ça haut environnement, et ben, finalement on pourrait aussi atteindre plus que la parité au niveau homme-femme, ce qui est peut-être souhaitable pour établir la barre. Je pense qu'effectivement il y a beaucoup de messages d'espoir à la fois sur la transition à la formation continue pour acquérir ces talents, transformer de nouveaux talents vers ces métiers. Et puis aussi créer et dynamiser cette filière grâce à finalement des mots un tout petit peu plus doux sur ce qu'on fait aujourd'hui et peut-être que les jeunes ne comprennent pas vraiment. Finalement, c'était pas si longtemps pour nous où on ne comprenait pas les métiers dans lesquels on allait plonger. Donc je vais peut-être me faire pousser la barbe et les cheveux et puis j'arriverai mieux à évangéliser nos métiers. En tout cas, on a de beaux exemples ici sur la façon de marketer le numérique pour les entreprises auprès de nos jeunes et moins jeunes. Moi, ce que je retiens vraiment de ce débat, c'est vraiment un mot, c'est optimisme. On voit qu'il y a effectivement une pénurie de profils tech, mais voilà, beaucoup d'initiatives qui sont faites, à la fois dans les startups avec Welcome to the Jungle, à la fois dans les universités, à la fois dans les grands groupes, qui ont vraiment une prise de conscience au niveau de la marque employeur, et aussi de la formation. Donc j'espère vraiment que d'ici quelques années, on parlera de pénurie de profils tech comme quelque chose du passé qui ne sera plus du tout d'actualité. Donc on croise les doigts. Merci en tout cas à tous pour votre participation.